Bonjour, chers collègues, chers étudiants. Merci d'être là en si grand nombre en cette veille de la semaine de relâche. Mais pas veille, mais à quelques jours de la semaine de relâche. Il me fait très plaisir aujourd'hui d'accueillir René David Cooper. René David Cooper est un diplômé de la section de droit civil. Il a également obtenu son diplôme de la section de common law éventuellement. Il détient un diplôme de maîtrise en droit de l'aviation de l'Institut de droit aérien et spatial de l'Université McGill. Il possède aussi une licence de pilote professionnel et plus d'une dizaine d'années d'expérience de vol, donc connaît très bien son sujet. Il travaille présentement comme auxiliaire juridique à la Cour d'appel fédérale ici à Ottawa et enseigne également la gestion des risques des pilotes dans le cadre de leur formation professionnelle. René David Cooper entretient aussi beaucoup de liens en matière de recherche avec des professeurs de la section de droit civil. Il travaille notamment dans l'un des projets de recherche du professeur David Robitaille, que je remercie d'ailleurs pour avoir eu l'initiative d'inviter M. Cooper pour cette conférence. Et il est aussi chercheur au sein d'une équipe que co-dirige Catherine Nippel, notre collègue, sur la mobilité dans le droit du travail. Donc, il me fait très plaisir de l'accueillir à nouveau chez lui, dans son alma mater, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Mme Sylvestre, pour l'accueil chaleureux. J'aimerais également remercier le professeur Robitaille qui m'a invité pour venir vous parler du droit aérien, un sujet particulier, c'est-à-dire la déréglementation de la sécurité aérienne. C'est un véritable privilège de revenir ici à la section de droit civil où j'ai étudié pendant plusieurs années et en quelque sorte inverser les rôles avec l'espoir d'enseigner quelque chose de nouveau à mes anciens professeurs de droit et également à mes futurs confrères et consoeurs dans la profession juridique. Donc, je vous propose de faire la présentation en 3 temps. Premièrement, on va situer les tendances actuelles au niveau de la réglementation, c'est-à-dire le droit aérien au Canada. Ensuite, je vais identifier des lacunes dans la réglementation du transport aérien au Canada. Et on va conclure avec des pistes de réflexion pour, entre autres, identifier des solutions qui sont possibles pour améliorer la sécurité aérienne. La sécurité aérienne, c'est quelque chose qui nous touche tous et toutes. Dans le cours de notre vie, la grande majorité des personnes ici vont prendre place à bord d'un avion, soit pour voyager, pour travailler. À ce titre-là, plusieurs auteurs dans la doctrine affirment que la sécurité aérienne a acquis une obligation à titre erga omnes, c'est-à-dire qu'en droit international, l'aviation est une obligation contraignante à l'égard de tous. Et ça a tout son sens parce que chaque pays a un intérêt à ce que ses citoyens, lorsqu'ils prennent place à bord d'un avion, un intérêt à ce que leur sécurité, leur bien-être soient protégés. Donc, à ce sens-là, la sécurité aérienne est devenue une obligation universelle qui transcende les frontières internationales. Je vous donne un exemple. Si on a par exemple un avion qui décolle de Montréal vers Paris, à bord de l'avion, on va avoir des passagers canadiens, des passagers français, des passagers européens, également plusieurs autres nationalités qui sont en transit. Si malheureusement il y a un accident et l'avion s'écrase, par exemple en Angleterre, bien là on a vraiment une situation très, très internationale. C'est un peu comme un effet shotgun. Lorsqu'on pèse sur la détente, les conséquences vont un peu à gauche et à droite. Donc, lorsqu'il y a une catastrophe aérienne, moi, ce qui me frappe souvent, ce qu'on voit à la télévision, c'est le nombre de nationalités qui sont affectées. Je pense entre autres à Malaysia Airlines, lorsque l'avion s'est écrasé, en fait, on n'a pas encore trouvé l'avion, c'était de voir le nombre de nationalités qui étaient à bord de cet avion-là. Souvent une douzaine, une quinzaine, même parfois une vingtaine. Et c'est normal parce que quand un avion tombe, c'est très dramatique et très tragique. C'est pas comme un accident de voiture où il y a 1 ou 2 personnes qui décèdent. Quand un avion tombe, c'est 200 à 300 personnes qui peuvent décéder. Et c'est pourquoi l'aviation, et en fait la sécurité aérienne, c'est un sujet sensible pour plusieurs. Il y a une grande sensibilité, entre autres parce que le transport aérien, c'est quand même une nouvelle technologie, une technologie qui fait maintenant à peu près son centenaire. Le transport commercial aérien a commencé après la Première Guerre mondiale. Donc, en ce sens-là, les lois sont récentes. C'est un droit qui est imparfait, c'est un droit nouveau, et c'est un droit aussi où il y a place à l'amélioration. Et on voit souvent ça, lorsqu'il y a un accident, les lois vont souvent réagir très vite. Malheureusement, le droit aérien n'est pas nécessairement préventif, il est très réactif. Et ça, c'est parce que l'aviation évolue très rapidement. La technologie évolue beaucoup.
Avant, les avions ne pouvaient pas nécessairement traverser les océans. Maintenant, ils peuvent le faire. On est passé des avions à piston à des avions à turbine en une trentaine d'années. Donc, tout pour vous dire que la sécurité aérienne, c'est une considération légale fondamentale en aviation. Je dirais que c'est vraiment le noyau du droit aérien. Donc, si on peut un peu situer le droit aérien en droit, en général, le droit aérien est né à peu près après la Première Guerre mondiale. Donc, on voit les premiers soubresauts en 1919, lorsque la Convention de Paris est signée. Mais vraiment, je dirais la Magna Carta du droit aérien, en ce qui a trait à la sécurité, la réglementation de la sécurité, c'est lorsqu'on adopte la Convention de Chicago en 1944. Et le legs principal de la Convention de Chicago, c'est entre autres la création de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui siège à Montréal, dont le mandat principal est de développer des normes et des pratiques recommandées pour assurer la sécurité de tous. La sécurité aussi, bon, pour la définir, c'est quand même un terme qui est très subjectif. Ce qui est sécuritaire pour moi peut être dangereux pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu comme quand on joue au limbo. On a une barre, puis il y en a qui sont capables de se pencher un peu plus. Il y en a qui sont moins flexibles comme moi, puis qui tombent. Donc, on essaie de mettre la barre à un niveau atteignable pour tout le monde. Donc, c'est un peu un contrat social, la sécurité. C'est un contrat social parce que les actions d'une compagnie aérienne auront un impact non seulement sur ses employés, mais également sur ses passagers et sur les pays dans lesquels ils transitent. Comme je l'ai dit, le droit aérien, en fait, la sécurité aérienne, il y a une certaine sensibilité qui lui est attachée. On est dans une époque où, lorsqu'il y a un accident, surtout avec les médias, les téléphones intelligents, rapidement, on va voir des images se défiler sur les réseaux sociaux, sur la télévision, souvent des images choquantes, dramatiques, de l'écrasement et parfois même des débris de l'avion. Par contre, j'aimerais vous dire, avant que j'entre dans le sujet de la déréglementation, l'aviation est probablement le mode de transport le plus sécuritaire au monde. Ça, c'est parce que c'est le mode de transport qui est, selon moi, le plus réglementé. Énormément de lois. Je pense entre autres la loi, le règlement de l'aviation canadienne, c'est une loi de 912 pages. C'est une loi très détaillée, très technique, mais qui encadre, je dirais, tous les risques et tous les dangers qu'on perçoit en aviation. Donc, j'aime bien commencer la présentation, en fait, poursuivre la présentation avec une statistique pour vous démontrer que, dans le fond, le transport aérien est très sécuritaire. Il y a une statistique de Boeing qui dit qu'il faudrait qu'un individu vive 3500 années et vole à bord d'un avion chaque jour de sa vie pour être impliqué dans un accident d'avion. Et cette personne aurait quand même une probabilité de survie de 50%. Cependant, cela prendrait seulement 700 années pour que cette même personne se fasse tirer dessus par son épouse ou son époux. Donc, fréquenter quelqu'un, aller sur Tinder est plus dangereux que voler à bord d'un avion. Et si on se fie aux statistiques, par exemple, si on compare, bon, c'est certain qu'on compare des pommes puis des oranges, mais sur les routes, par exemple, l'année dernière, en fait, les statistiques pour l'année dernière ne sont pas encore sorties, mais Transport Canada a publié dernièrement les statistiques pour 2014. Il y a eu 1834 décès sur les routes, 112 167 collisions rapportées. Au Québec, juste au Québec, il y a eu 361 décès sur les routes, selon la SAC. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à deviner il y a eu combien d'accidents et combien de décès en aviation en 2015? Oui? Zéro? Il y en a eu un peu plus que ça. Il y a eu 189 accidents rapportés. Quand même, l'année dernière, on a transporté au-dessus de 79 millions de passagers. C'est pas rien, c'est énorme, juste au Canada. Il y a eu 50 accidents qui sont liés au transport aérien commercial. Donc, les 130 accidents qui restent, c'est des avions privés, là. Donc, il y a un peu monsieur, madame, tout le monde qui fait un vol privé. Au niveau des décès, il y a eu 40 décès, dont 20 liés au transport aérien commercial. Donc, sur les 79 millions de passagers, il y en a 20 qui sont décédés. C'est certain qu'on veut toujours améliorer ces statistiques-là. Au niveau international, il y a eu 2,8 accidents par million de départs, selon l'OACI. Et partout dans le monde, donc on parle quand même de 7 milliards de personnes, je pense que l'année dernière, il y a eu environ, je ne me rappelle plus des statistiques, il y a eu plusieurs milliards de personnes qui se sont déplacées. Il y a eu 510 décès en 2015. Et sur ça, Germanwings, c'était l'avion qui s'était... le pilote qui avait écrasé son avion dans une montagne intentionnellement.
juste Germanwings, c'était 150. Donc, si on enlève le 150, on approche un peu le nombre de décès qu'il y a eu sur les routes au Québec, c'est-à-dire 360. Tout pour vous dire que l'aviation est quand même un mode de transport très, très sécuritaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal, qu'on n'a pas le cancer. Et ça, c'est un peu la prémisse de ma présentation. L'objectif du droit aérien, évidemment, c'est d'améliorer ces statistiques-là le plus possible. Donc, dans le dernier siècle, on a atteint des niveaux qui sont assez remarquables au niveau de la sécurité. On s'est amélioré beaucoup depuis le début du transport aérien, lorsqu'on a commencé au début du 20e siècle. Mais est-ce que la sécurité absolue est réalisable? Donc, est-ce que c'est un seuil qui est atteignable? 0 accident, 0 décès par année, selon vous. Est-ce que c'est une utopie? C'est déjà, en fait, ça existe. Ça, cette photo-là, elle a été prise, vous savez quand? Le matin du 12 septembre 2001. Donc, une journée après le 11 septembre. C'était la journée la plus sécuritaire dans l'histoire de l'aviation canadienne, parce que l'espace aérien était complètement figé. On est tout fermé, sauf exception, aucun vol pouvait rentrer ou sortir du pays. Et j'ai fait des recherches et, bon, à ma connaissance, à preuve du contraire, il n'y a aucun accident, aucune blessure, aucun décès relié à l'aviation ce jour-là. Donc, la sécurité absolue existe, mais il y a un impact, et c'est un impact sur la rentabilité économique des compagnies aériennes. Donc, il faut constamment chercher, au niveau de la réglementation, un équilibre entre la rentabilité et la sécurité de l'industrie. Donc, nécessairement, une décision qui aura pour objectif d'améliorer la rentabilité d'une compagnie aura des conséquences positives ou négatives sur la sécurité et vice-versa. Donc, par exemple, au niveau de la rentabilité, si on laissait les pilotes voler le nombre d'heures qu'ils veulent, par exemple. Présentement, un pilote peut voler, peut travailler jusqu'à 14 heures, selon les lois. Je fais une recherche d'ailleurs avec la professeure Lippel là, sur l'effectivité des lois entourant le temps de travail des pilotes. Et bon, on est encore au début des recherches, mais on se rend compte que les pilotes, naturellement, veulent optimiser leurs revenus, veulent optimiser leur salaire, veulent optimiser le nombre de vols qu'ils peuvent effectuer pour faire le plus d'argent. C'est un peu ça le transport aérien commercial. On veut faire de l'argent. Sauf qu'évidemment, un pilote qui vole de longues heures va être fatigué. Un pilote fatigué va faire des erreurs. D'ailleurs, 90% des accidents sont causés par l'erreur humaine. Donc, on a des lois, ça c'est un exemple, où on vient un peu restreindre la priorité économique des compagnies aériennes pour assurer la sécurité non seulement des pilotes, mais également des passagers. Par contre, si une compagnie est trop sécuritaire, si une compagnie est ultra conservatrice et annule ses vols à chaque fois qu'elle perçoit un risque, elle ne pourra pas compétitionner avec les autres compagnies. L'aviation, la marge de profit varie entre 0,1% et 1%. C'est très petit. D'ailleurs, les compagnies aériennes font généralement leur profit dans les 3 dernières semaines de l'année. Le reste, c'est pour payer les frais fixes. Donc, évidemment, c'est certain qu'il faut faire un équilibre, et ça se fait par la gestion des risques. La gestion des risques en aviation, c'est un domaine, en fait, c'est une méthodologie qui est relativement récente. Une méthodologie qui a été mise en place suite à la commission d'enquête suivant l'accident de Dryden, le vol Air Ontario 1363, qui a tué 24 personnes. En fait, il faut situer cet accident-là dans le contexte de l'époque. On avait déréglementé l'économie, en fait l'industrie aérienne. On avait à l'époque, avant 87, c'était essentiellement un monopole, un oligopole avec 2 compagnies aériennes. Mais après 87, on ouvre les portes à la compétition. Et un peu comme des champignons, pour ne pas dire de la moisissure, on voit plein de petites compagnies qui apparaissent et qui font une compétition en fait très féroce avec les compagnies existantes. Les prix baissent, on essaie de faire une compétition de prix. Les compagnies doivent couper dans leurs dépenses, couper dans l'entraînement des pilotes, couper dans les dépenses pour l'entretien, et on voit une détérioration de la sécurité. Le nombre d'accidents grandit. On voit entre autres une progression, une augmentation du nombre des accidents, jusqu'à Air Ontario, où là le gouvernement dit c'est assez. Il y a une commission d'enquête qui est lancée, 20 mois d'enquête, qui est présidée par le juge Virgil Mochanski, qui lui sort 191 recommandations. C'est à ce jour la plus grande enquête dans l'histoire du Canada, et selon certains, la plus grande enquête en aviation au monde. On a 4 volumes d'enquête, plusieurs milliers de pages, et ça change le droit aérien complètement.
on change la loi sur l'aéronautique, on réécrit le règlement de l'aviation canadien, et on crée, en fait, on adopte une nouvelle méthodologie avec une perspective de gestion des risques. Donc, comment est-ce qu'on peut réglementer les compagnies aériennes et chercher cet équilibre entre la rentabilité et la sécurité? Parce que la légalité n'est pas nécessairement synonyme de sécurité en aviation. Il y a toujours ce vacuum juridique où les transporteurs ne sont pas réglementés. Ça, c'est un peu, quand je parle de l'équilibre, c'est de venir réglementer les comportements des compagnies aériennes en gérant le risque. Donc, on introduit au début des années 2000, enfin on annonce en 2000 l'introduction des systèmes de gestion de la sécurité, les SGS. Et en 2005, on commence la transition vers cette nouvelle méthodologie-là. En fait, la méthodologie des SGS est excellente. On oblige les compagnies aériennes avec un processus systématique d'identifier les dangers, donc de manière proactive. Évidemment, tout ça se fait sur papier, on enregistre, beaucoup de formulaires à remplir. Ensuite, on évalue le risque, donc la gravité du danger fois le niveau d'exposition. Et on encourage les compagnies à adopter un plan de mesures correctives, qui s'appelle un PMC, qui sont des actions pour soit tolérer, atténuer ou éliminer le ou les risques. Et la quatrième étape, c'est l'évaluation, l'efficacité de ce programme-là. Encore un peu voir le coût de ce plan d'action-là. Le coût versus les retombées sur la sécurité. En fait, là, je résume les SGS très rapidement, mais c'est un système qui est complexe. C'est un système qui provient des industries de haute fiabilité, entre autres le nucléaire, l'industrie pétrochimique et également l'exploration spatiale. Il faut comprendre les SGS parce que, selon moi et selon plusieurs, c'est ce qui a mené à une certaine forme de déréglementation au niveau de l'aviation. Parce qu'en tant que tel, les SGS ont pour objectif d'encourager les compagnies à un peu s'auto-surveiller eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont à l'avant-plan des risques. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui peuvent identifier les lacunes en matière, leurs lacunes opérationnelles. Le problème, c'est que Transport Canada, à cette époque-là, a vécu certains changements dont on va parler. Il y a un petit goût de tragédie grecque dans l'air depuis, je dirais, 2005-2006. Moi, c'est l'époque où j'avais commencé à piloter. J'avais commencé ma formation à l'époque. Je travaillais comme répartiteur à un aéroport. Et ce que je voyais la transition vers les SGS, mais je voyais également une incompréhension de la part non seulement de mes instructeurs, mais également de mes superviseurs. On savait qu'il y avait une nouvelle loi qui était mise en place, mais personne ne la comprenait. Il y avait une certaine frustration. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et lorsque j'ai commencé ma maîtrise, lorsque j'ai soumis ma proposition de thèse, je m'étais donné l'objectif d'étudier la question. Donc, je me rappelle, je soumets ma proposition de thèse au printemps 2013. Qu'est-ce qui arrive à l'été 2013? La tragédie du lac Mégantic. Mais la tragédie du lac Mégantic, en fait, repose sur une défaillance au niveau des systèmes de gestion de sécurité. Alors là, c'est l'étincelle. Je commence ma recherche au niveau documentaire. Il y a un sujet intéressant. Moi, j'ai vu sur le terrain en aviation que ça ne marche pas. On voit maintenant que ça ne marche pas non plus dans le domaine ferroviaire qui est réglementé sous les SGS depuis, à l'époque, 12 années. Et nous, en aviation, on vient de commencer. Donc, en fait ma question à l'époque, c'est est-ce que l'histoire va se répéter en aviation? Donc, pour avoir une perspective un peu plus pratique, à l'époque, j'ai fait une analyse là, des rapports d'accidents. Donc, le Bureau de la sécurité des transports identifiait depuis 2007 certaines lacunes dans la réglementation des transporteurs aériens. Donc, plusieurs accidents Transwest Air en 2007, Jetport en 2007, Nordair en 2010 et AeroPro en 2010 également. On se rend compte à travers les rapports, si je peux résumer, les compagnies aériennes ne comprennent pas comment mettre en place les SGS, mais aussi parce que Transport Canada, malheureusement, n'a pas les ressources et n'a pas la formation requise pour transmettre ses connaissances aux compagnies aériennes. On essaie de mettre en place une nouvelle manière de fonctionner, mais le sentiment chez les transporteurs aériens, c'est que même le gouvernement a de la difficulté à comprendre ce qui se passe.
Donc moi, pour avoir encore une meilleure idée de ce qui se passe sur le terrain, j'ai procédé à des entrevues sur le terrain avec des informateurs clés en 2014. Donc 5 informateurs. Donc on parle ici de gestionnaires d'aéroports, des gestionnaires d'écoles de pilotage et 3 gestionnaires, 3 personnes qui étaient responsables de la sécurité dans des compagnies, des compagnies aériennes majeures ayant des vols internationaux. Et je procède à une série de questions un peu pour valider ma thèse, valider mon hypothèse, et je me rends compte qu'il y a un problème. Donc, il y a beaucoup de problèmes de transition, et les standards chez Transport Canada sont très imprécis à l'époque. Il faut se rappeler qu'on essaie de mettre en place une nouvelle manière de fonctionner, mais dans le règlement sur l'aviation au Canada, les critères pour mettre en place l'ISGS, en fait, il n'y en a pas. Donc, si vous regardez la loi, c'est des principes, c'est des points saillants de la gestion de risque, mais on n'explique pas vraiment comment, du point de vue opérationnel, ça peut transitionner, comment on peut transitionner vers cette nouvelle façon de fonctionner. Donc, Transport Canada, non seulement ne met pas en place dans la loi elle-même des critères, mais n'a pas des directives claires. À l'époque, les inspecteurs de Transport Canada, en date de 2012, du moins selon un rapport qui a été présenté à la Chambre des communes, 40% des inspecteurs avaient reçu une formation sur la gestion de risque. On va voir pourquoi c'est problématique. Il y a une grande confusion au début. Donc, au début, en fait, il faudrait préciser, on met en place cette nouvelle loi pour les grandes compagnies aériennes, donc les grandes compagnies comme Air Canada, Air Transat et WestJet, qui sont communément appelés des transporteurs de type 705. Même les grandes compagnies qui ont énormément de ressources, qui ont des départements qui sont dédiés entièrement pour la gestion de la sécurité, sont incapables de mettre en place, certains du moins, sont incapables de mettre en place la gestion de risque dans leurs opérations. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on suspend le programme pour les plus petits opérateurs aériens. Donc, les plus petits opérateurs aériens, ici, on parle des opérateurs de type 702 qui font du travail aérien. 703, les opérateurs de type 703 qui font ce qu'on appelle, ça s'appelle des taxis aériens, mais c'est pas un avion qui est peinturé jaune. En fait, c'est des avions qui transportent jusqu'à 9 passagers inclusivement. On a également, la suspension affecte également les transporteurs de type 704, qui sont des navettes. C'est le type de transporteur qui transporte entre 10 et 20 passagers. Le problème, c'est que les transporteurs de type 702, 703, 704, à eux seuls représentent 93% des accidents en aviation, 95% des décès dans la dernière décennie. Ces transporteurs-là ont été responsables dans la dernière décennie pour 175 décès. C'est problématique parce que c'est probablement les transporteurs qui ont besoin de plus de la gestion de risque. C'est souvent des transporteurs qui travaillent dans des régions éloignées. C'est souvent des compagnies de brousse, comme on l'appelle communément, qui travaillent dans le Grand Nord, qui desservissent des communautés isolées, qui volent dans un environnement très exigeant dans le Grand Nord. Des avions aussi qui sont âgés. Donc, des avions, on ne parle pas d'avions modernes ici, non, des avions des années 60-70 qui ne sont pas nécessairement entretenus comme ils le devraient. Et également, les pilotes sont généralement des pilotes expérimentés qui vont faire leur classe dans le Grand Nord pour éventuellement venir piloter pour les grandes compagnies aériennes. Donc, un grand problème, on laisse un peu ces compagnies-là dans le noir. Ils ne savent pas eux-mêmes, selon lorsque j'avais fait mes recherches, les opérateurs ne savaient pas si un jour ils allaient être assujettis à cette réglementation-là. Ce que je me rends compte à travers ma recherche sur le terrain, c'est qu'il y a un énorme conflit d'intérêts dans la gestion des risques pour plusieurs opérateurs, surtout les plus petits opérateurs aériens, qui mettent un prix sur la sécurité. Mettre en place un système de gestion de risque, c'est engager quelqu'un pour écrire des manuels, des procédures. C'est également engager quelqu'un pour surveiller la sécurité au sein de l'opération. Parce que la gestion de risque, en fait, c'est un peu comme avoir une police interne qui évalue à l'interne qu'est-ce qui se passe. Transport Canada, quand ils se pointent, généralement, les compagnies s'assurent que tout soit beau, les livres sont prêts. Mais la gestion de risque, en fait, une des obligations, c'est d'avoir un responsable de la sécurité.
Donc, une personne que son travail, c'est de gérer la sécurité, faire la police interne. Mais il y a des compagnies, souvent dans le Grand Nord, c'est des opérations qui ont 2, 3 personnes, même des opérateurs que le pilote, le seul pilote, c'est aussi le mécanicien, c'est celui qui vend les billets, c'est celui qui met du gaz dans l'avion, celui qui embarque les passagers. Donc, pour eux, la sécurité, mettre en place cette loi-là, ça a un coût énorme. Donc, il y a 2 choses qu'on peut faire. On peut déclarer banqueroute ou on peut complètement ignorer la loi. Qu'est-ce que vous pensez que le monde font? Bien, ils ont mis la loi de côté. Donc, on se retrouve un peu dans une situation où il y a une loi qui existe, donc il y a une forme de réglementation, mais en pratique, les mécanismes ne sont pas mis en place. Donc, c'est plus la dérégulation en ce sens-là, où l'intervention de l'État n'assure pas que la loi est efficace. Donc, on a un manque d'effectivité au niveau des lois. Comme je vous ai dit, il y a une formation inadéquate des inspecteurs. Moi, je me rappelle, lorsque j'avais fait une entrevue avec le gestionnaire d'un aéroport, il m'avait dit que lorsqu'il avait demandé des conseils à un inspecteur de Transport Canada, il lui avait dit d'aller sur Wikipédia pour en apprendre plus sur la loi. La réalité, c'est qu'en 2005, lorsqu'on sort ce nouveau programme, et en 2008, lorsque ça devient obligatoire, il n'y a aucun livre sur la gestion de risque, sur les systèmes de gestion de sécurité. Le Canada est le premier pays au monde à mettre en place les systèmes de gestion de sécurité. Il n'y a aucune directive élaborée par le gouvernement. Donc, en fait, il n'y a aucune ressource. C'est un peu pourquoi je m'étais lancé dans le sujet. Moi, je pensais qu'il y avait un vide à combler. Et à l'époque, et encore maintenant, il y a très peu de confiance qui est accordée au système de gestion de sécurité dans l'industrie. Justement parce que c'est un peu comme un parent qui dit à son enfant de faire quelque chose, mais qui ne comprend pas non plus qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est difficile d'accorder de la crédibilité à l'autorité en place lorsque, en fait, elle n'a aucune fondation à son intervention. Il y a des ressources insuffisantes aussi chez plusieurs transporteurs, mais également chez Transport Canada. Donc, lorsque je vous ai parlé de la commission d'enquête de Dryden à l'époque, le juge Mochenski avait recommandé qu'on ait 1800 inspecteurs chez Transport Canada. À l'époque, il y en avait 1400. Présentement, en fait, lorsque j'avais fait mes recherches, il y en avait 850. C'est vraiment la moitié de ce qu'on est supposé d'avoir. Donc, c'est certain que c'est dans une période d'austérité, mais les ressources sont insuffisantes, tant du côté du gouvernement que du côté des transporteurs aériens. Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est toujours l'équilibre entre la sécurité et la rentabilité. Et dans un système comme le nôtre, pour survivre, plusieurs personnes, et d'ailleurs, je dirais toutes les personnes que j'ai rencontrées, vont généralement favoriser un peu plus la rentabilité. Il y a aussi un problème. En fait, la gestion des risques, comme je vous l'ai dit, c'est une façon de procéder très administrative. Donc, on remplit des formulaires pour dire, bon, on a identifié un risque, voici le danger, puis troisièmement, voici qu'est-ce qu'on va faire pour apporter une solution. Le problème, on l'a vu au lac Mégantic, c'est que certains transporteurs vont juste remplir les formulaires. Ils vont juste dire, bon, on a fait ça. Mais en réalité, c'est pas mis en place. C'est facile de remplir des formulaires, c'est une autre chose d'aller sur le terrain puis réparer nos erreurs. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont dit, en fait, les systèmes de gestion de sécurité, la nouvelle manière de réglementer au Canada, c'est une sécurité sur papier et pas une sécurité dans les airs. Et c'est un peu la vieille école en aviation. Moi, en fait, quand j'ai commencé à piloter, les procédures, la paperasse, c'est pas le fort. Généralement, c'est pas la force des pilotes. Il faut se rappeler, les pilotes, c'est des aventuriers, c'est des personnes qui veulent voler. C'est pas des personnes qui veulent passer des heures à remplir des formulaires et des rapports de sécurité après leur vol. Donc, malheureusement, c'est un peu l'une des sources du problème. C'est pas que les SGS ne fonctionnent pas en tant que tel, c'est pas que les SGS ne peuvent pas apporter des changements positifs, c'est que l'industrie n'a pas vraiment accepté ce changement-là. Donc, évidemment, une perte de confiance totale, selon certains, envers l'initiative de Transport Canada. Selon certains, business as usual, on continue de fonctionner comme dans le temps. On ignore les SGS, puis bon, si Transport Canada vient, on agira. Mais le problème, c'est que Transport Canada n'est pas sur le terrain non plus. Nouveau système, en fait, la divulgation proactive.
Donc, selon la méthodologie des systèmes de gestion de sécurité, lorsque un opérateur commet une infraction ou lorsqu'il y a un accident ou un incident, selon la nouvelle manière de fonctionner, elle doit rapporter elle-même l'accident à Transport Canada. Et, selon la directive, c'est une approche non punitive. Donc, si volontairement, je dis que j'ai commis une infraction, Transport Canada, théoriquement, ne va rien me donner. Le problème, c'est que ça ne se passe pas sur le terrain. C'est un peu comme dire à des automobilistes, bon, si vous commettez un excès de vitesse sur les routes, nous, on va enlever les radars photo, on va enlever la surveillance routière, mais présentez-vous au poste de police le plus proche, puis on va pas vous donner de contravention. Bien, en réalité, ce qui arrive, et selon mes entrevues, c'est que des fois, il y a effectivement des sanctions qui arrivent. Ça me rappelle un peu comme lorsque j'étais à la section de droit civil, quand on commence un cours et les profs disent « Est-ce que vous avez fait vos lectures? » Tout le monde lève leur main, mais bon, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi, bon, d'un autre côté, s'il n'y a pas de sanction, c'est un peu un get out of jail free card. C'est un peu comme dire, bon, un peu tout est permis tant que vous rapportez l'incident à Transport Canada. Je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais, parce que la divulgation proactive, en fait, l'objectif des SGS, c'est d'identifier le plus d'incidents possible, le plus de dangers possible pour identifier des tendances en matière de sécurité. Si on voit qu'il y a une série d'incidents qui sont tous interreliés, bien, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème dans la compagnie. Il y a des théories qui disent que ça prend 300 incidents mineurs, 300 accidents, des incidents moyens pour causer un accident majeur. Donc, en ce sens-là, c'est certain qu'une bonne communication au niveau des dangers identifiés peut avoir des retombées positives. Mais le problème aussi, c'est de mettre ça sur papier. Il y a beaucoup de compagnies qui ne veulent pas enregistrer leurs infractions, qui ne veulent pas enregistrer leurs imperfections. Parce que ça augmente leur responsabilité civile. Dans l'éventualité où il y a un accident, quelqu'un pourrait accéder aux documents ayant trait aux données de sécurité et dire, bon, on a une tendance ici. Ça fait 5 ans qu'il y a des erreurs qui sont commises. Ça fait 5 ans. En 5 ans, il y a eu tel nombre d'accidents, tel nombre de blessés. Une compagnie qui n'est pas sécuritaire. Donc, un avocat qui est un peu malin n'a besoin que d'un subpoena pour accéder à ces données-là. Et la grande crainte, c'est que les données en matière de sécurité soient maintenant accessibles lorsqu'il y a des poursuites. Et ça augmenterait évidemment le risque de poursuites très coûteuses. Et selon certains transporteurs, bien, la vraie gestion de risque, c'est gérer les données qu'on enregistre. C'est un peu la réalité. Comme je l'ai dit, c'est faire de l'argent. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en 2006, on annule les inspections traditionnelles. Donc, les inspections sur le terrain sont annulées à partir de 2006. Il n'y a plus d'inspecteurs qui vont inspecter les avions. Avant, les inspecteurs allaient dans les cockpits pour un peu observer ce qui se passait. Bon, il y en avait encore quelques-unes, mais la politique à l'époque, c'est d'annuler les inspections. J'ai parlé dernièrement à certains collègues avec qui j'ai étudié, qui maintenant sont des pilotes. Apparemment que les inspections ont recommencé, mais en 2006 jusqu'en 2015, à ma connaissance, il y avait une grande réduction au niveau des inspections. En fait, ce qui arrive à partir de 2006, c'est qu'on met en place des inspections purement administratives, donc un peu comme des audits. On ouvre les livres des compagnies et on voit qu'est-ce qui a été fait. Bon, est-ce que vous avez mis en place des processus de gestion de risque? Parfait. Est-ce que vous avez corrigé les lacunes? Oui, OK, check, on passe à autre chose. Mais on ne va pas sur le terrain pour voir si ces plans-là de gestion de risque sont vraiment mis en place. Donc, c'est un peu la politique de l'autruche. Transport Canada, à cette époque-là, tout a l'air bon. On ne va pas vraiment regarder autour de nous pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et l'impression que j'avais de plusieurs de mes informateurs clés, c'était qu'ils voyaient que Transport Canada, dans leur tour d'ivoire, avec très peu de connaissances sur ce qui se passait sur le terrain, mis à part les rapports d'accidents qui augmentaient.
Donc, à l'époque, comme je vous l'ai dit, un nombre insuffisant d'inspecteurs chez Transport Canada. S'il n'y a pas assez d'inspecteurs, évidemment, il va y avoir moins d'inspections. Ça s'inscrit aussi dans une période d'austérité fédérale. Donc, dans le coin de 2008-2010, on procède à beaucoup de coupures au gouvernement. À l'époque, en fait, on voit 2005-2015, l'ère de déréglementation. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en fait, ça coïncide avec l'ère Harper. Ce qui se passe à l'époque, en fait, c'était pas l'intention de déréglementer l'industrie aérienne de cette façon-là, mais on coupe beaucoup de postes au fédéral. Et on coupe des comptables, des avocats, des fonctionnaires, mais également aussi des inspecteurs. On coupe beaucoup de postes d'inspecteurs chez Transport Canada. Et il y avait un certain sentiment dans l'industrie qu'on déléguait un peu la surveillance réglementaire aux compagnies aériennes. Parce que tout à coup, en fait, avant les SGS, les compagnies aériennes étaient gérées par Transport Canada. C'est un peu Transport Canada qui faisait la gestion des risques à l'échelle régionale et nationale. Mais après les coupures, Transport Canada n'est plus là et les compagnies ont un peu le sentiment que c'est leur responsabilité maintenant de gérer les risques. C'est leur responsabilité aussi financière. Comme je l'ai dit, il y a un coût associé à la réglementation et la surveillance. Et donc, les compagnies sentent que le fardeau, c'est eux qui l'ont. Le fardeau, la responsabilité de se surveiller. Et ça, c'est ceux qui ont un sentiment de responsabilité. Ceux qui priorisent, évidemment, la rentabilité économique, s'en balancent un peu. Selon moi, ça, c'est une violation des obligations internationales du Canada, et je vous explique. Si on lit les articles 33, 37 et 38 de la Convention de Chicago, là, mis ensemble, le Canada a une obligation de mettre en place les normes et les pratiques recommandées de l'OACI. Elles sont contenues dans des annexes à la Convention de Chicago. Si elle ne met pas les normes en place, en fait, il y a plusieurs conséquences. On peut empêcher les transporteurs aériens canadiens de circuler partout dans le monde. On peut faire ce qu'on appelle des blacklists. Mais bref, ça demeure que ça serait une violation des obligations internationales si on ne respecte pas une norme. Dans l'annexe 19 qui a été adoptée en 2013, donc assez récemment, l'annexe 19 oblige le Canada en tant que pays membre de l'OACI à surveiller, à assurer une surveillance des transporteurs aériens en même temps que les SGS sont mis en place. Donc, en fait, les SGS sont supposés d'être une défense additionnelle. Mais ce que le Canada a fait, malheureusement, elle a enlevé une défense existante, c'est-à-dire la surveillance par l'État, et elle la remplace par une surveillance par les transporteurs. Donc, selon certains, ça serait une délégation aussi qui serait illégale. Il y a un inspecteur, pas un inspecteur, mais un informateur qui m'avait dit que selon lui, on déléguait la responsabilité du ministère de réglementer qui est contenu dans la loi sur l'aéronautique, on la déléguait un peu à l'industrie. Donc, il y a un sondage qui a été mené en 2014 par l'Association des pilotes fédéraux du Canada auprès des inspecteurs de Transport Canada. Donc, de manière anonyme, on rencontre les inspecteurs qui travaillent à l'époque chez Transport Canada. Et c'est des résultats qui sont assez frappants. 90% croient que les SGS empêchent la correction des lacunes en matière de sécurité. 84% des répondants sont convaincus qu'un accident aérien majeur au Canada est imminent. 85% des répondants croient que les SGS exposent les passagers à un plus haut risque depuis la mise en place des SGS. Donc, une détérioration au niveau de la réglementation, selon moi. Et selon les répondants, la surveillance réglementaire est pratiquement inexistante sur le terrain. Donc, ça, c'est des résultats qui sont frappants parce que, moi, je fais mes entrevues sur le terrain, je tâte le pouls et je vois qu'il y a un certain malaise par rapport à la réglementation. Mais ceux qui réglementent et ceux qui surveillent, ceux qui représentent l'État dans la réglementation de la sécurité aérienne, eux-mêmes n'ont pas confiance en la loi. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que si eux ne croient pas en la loi, nécessairement, ils ne vont pas tout le temps mettre les efforts là où il faut. Et moi, ce que je vois de ces statistiques-là, c'est que c'est le chaos total entourant les SGS à l'époque. On ne comprend pas vraiment comment le mettre en place. On a vraiment tenté de calquer une méthodologie qui avait été développée dans des grandes industries complexes, comme je vous l'ai dit tantôt, le nucléaire, le forage pétrolier. C'est des industries qui, depuis longtemps,
ont une culture très méthodologique dans la gestion des risques. Mais l'aviation, pas nécessairement. Comme je vous l'ai dit, c'est un domaine que ça a ses propres particularités. Ayant travaillé avec des pilotes, pas qu'on est cow-boy, mais les lois, bon, une fois qu'on est dans l'air, on n'est pas toujours 100%, on n'est pas orienté vers les normes juridiques. Donc, en ce sens-là, il y a définitivement un problème qui est identifié. Et, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits avec l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic en 2013. Je sais que vous avez eu un conférencier qui est venu ici il y a un mois. Je vais vous épargner de rentrer dans les détails, mais je pense que c'est important de parler du Lac-Mégantic parce que, en fait, les symptômes précurseurs du Lac-Mégantic, à l'époque où j'avais fait mes recherches, étaient les mêmes en aviation. Donc, l'histoire se répète un peu. Le cancer du Lac-Mégantic se propage dans l'industrie aérienne. Et c'est assez frappant lorsqu'on lit le rapport du Bureau de la sécurité des transports de voir les similitudes entre l'industrie aérienne au Canada et l'industrie ferroviaire à l'époque, avant la tragédie du Lac-Mégantic. Je résume brièvement parce que c'est un rapport assez dense, mais le BST, dans son rapport, identifie 3 points qui, selon moi, sont très semblables à la situation actuelle dans l'aviation. Les inspections sur le terrain par Transport Canada étaient insuffisantes, irrégulières et inadéquates. C'est exactement les résultats que j'ai eus lorsque j'ai rencontré les informateurs. Lorsqu'il y avait des inspections, c'était très sommaire, c'était purement administratif, irrégulière. En fait, les inspections des SGS se font à des intervalles de 3 à 5 ans. Donc, il y a certains transporteurs qui ne reçoivent pas la visite de Transport Canada pendant 5 ans. Donc, c'est un peu comme signer un joueur dans la LNH, dire, bon, je te donne un contrat de 7 ans. Souvent, on le voit, il ne joue pas très bien jusqu'à la dernière année. C'est un peu ça avec les compagnies aériennes. Ils ont un peu la paix pendant 5 ans. Surtout dans les compagnies qui travaillent dans le Grand Nord, qui sont isolées, qui travaillent dans des régions qui sont pas nécessairement accessibles. Il y a très peu de présence de la part de Transport Canada. On est choyé à Ottawa. Transport Canada a son siège à quelques rues d'ici. Mais à Iqaluit, Cambridge Bay, passé Yellowknife, il n'y a pas grande présence au niveau de Transport Canada. Et c'est un peu le cas du Montreal Main, du MMA, la compagnie du Lac-Mégantic qui a causé la tragédie. C'était une compagnie qui travaillait dans des régions, pas sur les lignes principales. Et c'est un peu la situation. En fait, je peux faire le parallèle entre le MMA et les plus petits transporteurs aériens de type 702, 703, 704. Des compagnies qui en arrachent un peu plus que les grandes compagnies, des compagnies plus informelles, des compagnies qui volent en dessous du radar de l'État. Il y a aussi l'impossibilité, selon le BST, de faire le suivi de certaines lacunes. En fait, l'impossibilité de faire certains suivis des lacunes identifiées par la MMA a contribué à la tolérance de certaines pratiques non sécuritaires. Donc, Transport Canada, à l'époque, avait une connaissance qu'il y avait des lacunes, non seulement au MMA, mais dans le transport ferroviaire. Mais n'a pas fait les suivis. Donc, une fois qu'elle a reçu l'information, n'a pas nécessairement agi pour apporter des correctifs. Et ce qui est arrivé, c'est que ces problèmes-là ont grandi, ont pris de l'ampleur. C'est un peu l'effet boule de neige. Un petit problème s'est ajouté à un autre problème. Et ça a été la recette parfaite pour une tempête. Il existe également un risque élevé que les opérateurs ne gèrent pas leur niveau de sécurité en l'absence d'inspection régulière et adéquate. Et ça, c'est vraiment le problème avec les SGS. Donc, si Transport Canada n'est pas sur le terrain, il n'y a pas des yeux pour voir qu'est-ce qui se passe véritablement, c'est un peu une approche néolibérale, je dirais, à la réglementation de la sécurité aérienne. C'est un peu laisser la main invisible d'Adam Smith gérer la sécurité. Et c'est vraiment qu'est-ce qui se passe. Bon, si je fais un parallèle, par exemple, le domaine bancaire. Avant la dernière récession, les banques ont dit à l'État américain, laissez-nous faire ce qu'on veut, on est capable de gérer la situation, pas de problème. Ça a mené à une des plus grandes récessions, dans l'histoire des États-Unis.
C'est la même chose avec la réglementation de l'aviation. Si on laisse les compagnies aériennes s'auto-réglementer, en l'absence d'inspecteurs sur le terrain pour appliquer les lois, il y a un grand risque que tout le système s'effondre. Et selon le juge Moczynski, qui a présidé la commission d'enquête de Dryden, maintenant, 30 ans après, on approche les 30 ans, l'histoire se répète. Tous les symptômes qui ont précédé l'accident de Dryden se répètent au Canada présentement. Pas assez d'inspection, peu d'intervention de la part de l'État. Au niveau économique, c'est une industrie qui a une grande compétition. Plusieurs compagnies vivent une détresse financière. La rentabilité est anémique pour plusieurs transporteurs dans le pays. Et c'est vraiment les conditions qui ont favorisé le lac Mégantic, mais également Air Ontario en 1989. Donc on est un peu au point critique où il faut faire quelque chose. Donc la loi est en place, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Comme je l'ai dit, Air Mégantic, selon moi, c'est la prochaine tragédie. Est-ce que ça va se passer quand? Est-ce qu'on sait quand ça va se passer, où ça va se passer? Pas nécessairement. Est-ce que ça va prendre un avion de ligne qui va s'écraser près d'une ville majeure? Souvent, le problème, c'est que les symptômes précurseurs, les symptômes vraiment les symptômes de la déréglementation, ils se vivent présentement un peu plus dans les régions éloignées, donc dans le Grand Nord, comme je vous l'ai dit, là où il y a très peu de présence. Comme je l'ai dit, c'est un cancer qui se répand. Il faut vraiment se demander jusqu'où le gouvernement est prêt à aller au niveau de la réglementation avant qu'il tolère un accident. Donc, on attend en fait le big one, comme on dit. Les solutions proposées. Donc, c'est facile de critiquer la loi, c'est une autre chose d'apporter des solutions. Dans le monde académique, on aime ça, prendre des sujets, mais je pense que le vrai défi, c'est d'apporter des solutions, pas seulement théoriques, mais pratiques, qui peuvent être mises en place et refléter les réalités opérationnelles de l'industrie aérienne. Ce qui est le plus important à ce stade-ci, c'est de réintroduire les inspections traditionnelles. Je pense qu'il faut les combiner avec les inspections administratives des SGS. Je pense que c'est bien d'avoir les SGS. En fait, j'ai écrit ma thèse de maîtrise sur les SGS. Je pense que c'est un moyen de fonctionner qui peut certainement apporter plusieurs avantages, mais seulement si l'État met la main à la pâte et joue en équipe avec l'industrie. Là, un peu, on laisse l'industrie à elle-même. L'industrie a besoin d'aide. L'industrie est ouverte à mettre en place les SGS. Il y a certainement une résistance de la part de certains pilotes. Il y a la vieille école qui veut continuer à fonctionner avec les vieilles lois. Mais avec un certain interventionnisme de la part de Transport Canada, il y a une façon vraiment de vendre la salade, comme certains disent. Il y a moyen de rendre les SGS attrayants, parce qu'en soi, la sécurité aérienne, en fait, les SGS, à long terme, vont, selon Transport Canada, peut sauver des coûts, parce que moins d'accidents, ça coûte moins cher aux compagnies. Donc, avoir plus d'inspections, avoir des directives aussi plus claires, établir des standards plus précis au niveau de ce qui est requis pour mettre en place les SGS. 1800 inspecteurs, ça serait évidemment le chiffre idéal. Bon, il y a des contraintes budgétaires avec lesquelles on doit vivre. Aux dernières nouvelles, Transport Canada commençait à réengager plusieurs inspecteurs. En fait, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'inspecteurs qui ont été engagés. Je pense qu'on est rendu proche de 1000 aux dernières nouvelles. Donc, on s'améliore certainement, mais avoir des yeux sur le terrain, pour aussi collaborer avec les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes m'ont dit qu'il manquait un peu la présence de Transport Canada parce qu'eux, ils pouvaient se confier et dire « Bon, on a tel problème, comment on règle ça selon vous? » Parce que c'est pas nécessairement une bataille entre l'industrie et Transport Canada. Hein, c'est pas le bon, le méchant puis la bonne personne. Ici, c'est un jeu d'équipe, c'est collaborer entre l'industrie et les inspecteurs et Transport Canada, et présentement, c'est complètement absent.
Ça aussi, ça a été un autre problème. Lorsque je parlais à des informateurs, je me rendais compte que la méthodologie des SGS, donc la gestion des risques, n'est pas nécessairement, on ne peut pas nécessairement calquer cette méthodologie-là et la mettre en place pour des petits et des moyens transporteurs. On ne peut pas appliquer la même loi pour une grande compagnie comme Air Canada, l'appliquer à une petite compagnie, par exemple, une personne qui a un avion, un pilote et un mécanicien et qui a l'huile. Donc, il faut adapter la loi aux réalités de l'industrie. Il y a des grands opérateurs et des plus petits opérateurs. Je pense qu'il faut un peu mettre de l'eau dans notre vin et adopter une méthodologie différente pour les petits opérateurs. Parce que l'OACI, quand ils ont développé, en fait, quand ils ont adopté l'annexe 19 à la Convention de Chicago, qui met en place la gestion des risques, ils l'ont fait avec l'optique que ça allait être utilisé pour les grandes compagnies aériennes qui volent à l'international. Pas nécessairement des petits Cessna, des Beaver à 4 places. C'est pas la même façon de fonctionner, c'est une culture différente et c'est pas les mêmes ressources. Les modifications réglementaires à apporter, ça c'est vraiment clé. Lorsqu'il y a eu la tragédie lac mégantic, rapidement on a vu des changements dans la loi. Donc le gouvernement a rapidement assemblé des comités parlementaires, les discussions ont été très rapides. On a adopté une loi sur la gestion de risque pour le transport ferroviaire, donc une loi spécifique qui donne des critères détaillés, des critères techniques sur comment mettre en place, mais aussi les obligations. La loi aussi réitère les obligations des transporteurs, certaines obligations de l'État. Il faudrait faire la même chose pour l'aviation, parce que présentement, lorsqu'on regarde le règlement de l'aviation canadien, comme je l'ai dit tantôt, on parle de grands principes. Un opérateur doit mettre en place un système de gestion de risque. Mais comment? Et je pense que le comment, c'est ce qui doit être soit inséré dans une loi différente, ou du moins que les standards soient clairs et précis dans la loi. Également, dans la loi sur l'aéronautique, ce qui est frappant, c'est que rien dans la loi oblige le ministère des Transports à faire des inspections. On parle de réglementation de manière générale. Mais selon certains, la loi devrait être modifiée pour que Transport Canada ait une obligation dans la loi de procéder à des inspections sur le terrain. Donc, assurer que ces obligations internationales soient rencontrées. Des pistes de réflexion. Pour ma part, je continue à faire une recherche là, avec la professeure Catherine Lippel sur l'effectivité des lois entourant le temps de travail des pilotes dans le partenariat On the Move, qui est subventionné par le CRSH. Moi, je m'intéresse, dans le cadre de la déréglementation, particulièrement la question des pilotes. Donc, je change un peu le sujet. En fait, je garde le même sujet, mais avec un sous-thème. Comment on peut mieux réglementer la performance des pilotes. Les pilotes sont... la performance humaine des pilotes est responsable pour 90% des accidents. Donc, comment, avec une meilleure intervention au niveau de la régulation et de la réglementation, est-ce qu'on peut améliorer ça? Mieux réglementer l'aspect économique du transport aérien. Donc, la sécurité aérienne, selon plusieurs, passe par la santé économique de l'industrie. Avant la déréglementation de l'industrie aérienne, donc avant 1987, selon plusieurs, le transport aérien était beaucoup plus sécuritaire. Beaucoup plus sécuritaire parce que les compagnies aériennes avaient un peu moins la crainte de la compétition extérieure. On avait 2 transporteurs, on séparait un peu le territoire canadien et les routes. Tout le monde, dans le fond, savait qu'il allait avoir son morceau de la tarte. Maintenant, c'est un peu le chaos. Tout le monde, la compétition, force certains transporteurs à adopter des comportements économiques de type prédateur, où on est prêt à tout pour générer des profits, même dans certains cas, mettre la sécurité de côté. Donc, avec une meilleure réglementation économique de l'industrie, si on s'assure que l'industrie est en santé, bien nécessairement, la sécurité sera également en santé elle aussi. Donc, ça pourrait se faire, par exemple,
en assurant que les transporteurs aériens, en fait, que les politiques en place assurent que les transporteurs aériens aient une marge de manœuvre pour avoir une marge de profit qui irait au-dessus de 0,1% et 1%. Un nouveau gouvernement, donc depuis un an demain, on a un nouveau gouvernement en place. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Ça reste à voir. Marc Garneau, plusieurs ont confiance en lui, c'est un ancien pilote, un ancien astronaute. Il comprend les réalités de l'industrie un peu plus que certains. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par le gouvernement libéral, beaucoup de promesses qui ont été faites à changer certaines lois, entre autres le temps de travail des pilotes. On dit qu'on va mieux encadrer les pilotes. À ce jour, il n'y a eu aucun changement qui ont été faits. Le mois dernier, Marc Garneau était à l'OACI à Montréal, donc il était très actif dans la réunion annuelle à l'OACI, a pris des engagements au niveau environnemental, mais resté muet sur la sécurité. Donc ça reste à voir. Certainement, c'est un gouvernement qui historiquement est beaucoup plus interventionniste dans son approche sur la sécurité. Et il ne faut pas négliger les bienfaits de la DSGS. Je ne veux pas que vous retourniez chez vous en disant la sécurité, le transport aérien n'est pas sécuritaire. Au contraire, je vous l'ai dit au début, c'est un mode de transport, certainement le mode de transport le plus sécuritaire au pays et au monde. Le problème, c'est qu'on est dans une phase de transition. Et comme je vous l'ai dit aussi, on est le premier pays au monde à mettre en place les systèmes de gestion de sécurité. On est un peu le pays qui teste la méthodologie. Nécessairement, on va faire des erreurs. Et je pense le positif qu'on peut voir de ça, c'est que d'autres pays pourront un peu apprendre de nos erreurs. Donc, d'autres pays qui commencent à mettre en place les SGS peuvent un peu se baser sur les erreurs qui ont été commises. Mais en soi, les SGS vont prévenir les accidents. Les statistiques en matière de sécurité ont stagné dans la dernière décennie. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer la sécurité aérienne? Bien, selon plusieurs, c'est avec les SGS. Si de manière proactive, on peut gérer les niveaux de sécurité des compagnies en identifiant les dangers avant qu'ils génèrent des conséquences tragiques, nécessairement, les passagers, les pilotes et l'industrie au complet pourra bénéficier d'un niveau de sécurité amélioré. Donc, sur ce, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup pour votre temps, j'apprécie. Je sais que c'est la mi-session, donc merci d'être venu.